Cette photo célèbre d'une jeune fille en détresse est l'une des images les plus marquantes du true crime. Elle a été diffusée maintes et maintes fois sur Internet, les spectateurs remarquant l'angoisse dans ses yeux. Elle s'appelait Regina Kay Walters et elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle a été horriblement enlevée et assassinée par Robert Benrode, aujourd'hui surtout connu sous le nom du tueur des relais routiers. Mais comment Regina en est-elle arrivée là et qui était son meurtrier ? Dans ce documentaire, nous allons tenter d'explorer ces deux questions et bien d'autres encore, en nous penchant sur la vie et les crimes de Robert Benrode. Bienvenue dans Esprits meurtriers. Aux premières heures du matin du 1er avril 1990, le patrouilleur de la police autoroutière de l'Arizona, Mike Miller, roulait sur l'Interstate 10 à la limite de la ville de Casa Grande, lorsqu'il remarqua quelque chose de particulier. Un camion Peterbilt tourné vers la ville de Tucson s'était arrêté sur la bande d'arrêt d'urgence, ses feux de détresse clignotant. Craignant une panne du camion et que le conducteur ait besoin d'aide, Mike s'est garé derrière et est sorti de sa voiture de patrouille. Il a dirigé sa lampe torche à l'arrière du camion et éclairé l'intérieur de la cabine. Il a été choqué de voir une jeune femme nue, terrifiée, criant à l'aide. En parlant de cet incident plus tard, Mike s'est souvenu. À ce moment précis, lorsque j'ai braqué la lampe torche à l'intérieur du véhicule, la femme a crié et j'ai vu brièvement le visage d'un homme éclairé par la lampe torche. C'est à ce moment-là que la série d'événements a commencé et il était impossible d'arrêter quoi que ce soit de ce qui s'est passé. En ouvrant la porte, Mike a vu un homme se ruer à travers les rideaux séparant le siège de la couchette. L'homme a été sommé de sortir par l'officier et est rapidement identifié comme étant Robert Benrode, 44 ans, un chauffeur routier, longue distance originaire du Texas. Rhodes a plaqué ses mains sur le camion et a dit à Mike qu'il était armé. Mike a ensuite déclaré aux médias que seuls les gentils disent bon posséder une arme. Il était si sûr de lui, mais cette femme était terrifiée. J'ignorais ce que je tenais entre les mains. Rhodes aurait aussi déclaré qu'ils étaient deux adultes consentants. Mais Mike n'y a pas vraiment cru. Le policier a menotté Rhodes, l'a mis dans sa voiture et est retourné vers la femme effrayée. Il l'a couverte et lui a dit que tout allait bien se passer, qu'elle était enfin en sécurité. La femme Kathleen Vine, 27 ans, présentait des marques rouges sur le corps et des coupures à la bouche. Un harnais de cheval entourait son cou, une longue chaîne y était cadenassée. Ses poignets et chevilles étaient enchaînés à des ancrages installés de chaque côté de la cabine. Alors que Mike tentait de rassurer Kathleen sur sa sécurité, Rhodes essaya de s'échapper mais fut arrêté par le policier. Mike retourna à sa voiture de patrouille et vit que Rhodes avait passé ses poignets menottés devant lui, mais n'avait pas encore fui. Derrière Mike, une autre voiture de patrouille s'est arrêtée. Rhodes a été placé en garde à vue et Kathleen amenée en interrogatoire après examen médical. Kathleen a expliqué au détective Rick Barnhart de Casa Grande qu'elle avait rencontré Rhodes à l'aire de repos Rip Griffin, juste au nord de Phoenix. Elle a dit qu'elle faisait souvent de l'autostop pour voir ses amis et que Rhodes paraissait très poli. Elle s'était endormie dans sa cabine et, à son réveil, il l'avait mise dans sa couchette, déshabillée et enchaînée. Après cela, Rhodes a sorti des instruments de torture d'une mallette et l'a maltraitée par intermittence pendant le reste de la journée jusqu'à ce qu'elle soit retrouvée. Les marques rouges sur sa poitrine et son dos étaient dues aux coups de fouet infligés par l'homme de 44 ans. Kathleen a dit aux enquêteurs qu'il lui avait déclaré s'appeler « Fouets et chaînes ». Elle avait bien deviné que c'était un surnom pour la CB. Rhodes lui a également dit, d'un ton glaçant, qu'il faisait cela depuis 15 ans. Les enquêteurs ont demandé à Kathleen si elle avait été violée. Elle a hésité avant de dire que la police était arrivée juste à temps.
Le contenu de la mallette de Rhodes a été examiné. Les objets étaient très bien entretenus et tout soigneusement rangés. Elle contenait chaînes, cônes, fouets, laisses, jouets sexuels, pinces crocodiles, épingles et hameçons. Un agent du FBI plus tard assigné à l'affaire s'est souvenu avoir étudié le contenu de la mallette et a noté « Les sadiques sexuels commencent avec un kit de viol rudimentaire, comme on dit ». Sa méthode étant sophistiquée, nous savions qu'il le faisait depuis longtemps. Bien que les autorités commencent à croire Rhodes qui enlevait des femmes et des filles depuis plus de 10 ans, cela a renforcé cette idée. Plus tard, ABC News a décrit son camion comme une chambre de torture ambulante. Rhodes, de son côté, a tenté de discréditer Kathleen en tant que témoin fiable. Malheureusement, le routier n'avait pas tout à fait tort. Lorsqu'elle a été secourue, Kathleen portait apparemment des chaussons en forme de lion et délirait à propos de prisons secrètes et d'une mission pour sauver le président. Des images vidéo d'elle prises à cette époque sont utilisées par l'ancien agent du FBI Bob Lee pour former les détectives de police, qui croient souvent que Rose est la personne la plus crédible dans la situation. Pourtant, les enquêteurs croyaient Kathleen et devaient en prouver qu'elle disait vrai. Ils ont réussi à le faire lorsque la jeune femme de 27 ans leur a dit qu'elle avait mordu son agresseur pendant la lutte. Et, en effet, Rhodes avait une morsure à l'épaule. Rhodes est resté extrêmement calme pendant son temps avec les policiers. Il aurait essayé de paraître amical et de converser avec les enquêteurs. Mais personne n'a été dupe. Il a déclaré que Kathleen était une « fille de parking », terme péjoratif des routiers pour les femmes fréquentant les aires de repos et proposant des relations sexuelles contre des trajets. Après plusieurs interrogatoires, Rhodes a été inculpé d'agression aggravée, d'agression sexuelle et de séquestration. Suite à cela, le détective Barnhart a décidé d'enquêter davantage sur Rhodes pour découvrir qui il était vraiment et s'il avait déjà frappé. Né à Council Bluffs, dans l'Iowa, le 22 novembre 1945, Robert Ben Rhodes a passé une grande partie de son enfance à être élevé seul par sa mère, tandis que son père Ben, soldat dans l'armée américaine, était en poste en Allemagne de l'Ouest. On ignore où Rhodes a grandi, mais son père est revenu alors qu'il était encore à l'école primaire. De retour aux États-Unis, Ben Rhodes a travaillé comme pompier. La docteure Elizabeth Yardley, criminologue interrogée à propos de Rhodes pour un documentaire de Sky, a déclaré que pendant l'absence de Ben, Rhodes a probablement ressenti un manque de son père et un sentiment de connexion avec lui. Il a peut-être senti que sa famille était incomplète sans son père. Cependant, lorsque Ben est rentré à la maison, les choses n'étaient pas aussi idylliques que tout le monde l'aurait souhaité. Ben était un homme violent avec un tempérament colérique, et il était en colère et agressif envers toute la famille, y compris son propre fils. Le docteur Yardley déclare qu'il est probable qu'à ce stade, Rhodes ait pu se sentir partagé au sujet de sa relation avec son père. Bien que l'on sache peu de choses sur l'enfance et la vie familiale de Rhodes, ce que nous savons avec certitude, c'est que son père était un homme maltraitant qui avait des opinions misogynes. Il pensait que les femmes n'étaient là que pour le plaisir des hommes et devaient être maltraitées. Le docteur Yardley a noté que cette opinion sur le sexe opposé s'est sans doute formée chez Rhodes dans son enfance. Rhodes n'a montré aucun problème enfant, mais aurait eu des difficultés sociales non précisées pendant sa jeunesse. Pendant sa scolarité, il participait activement à de nombreuses activités extrascolaires, y compris divers sports ainsi que la chorale et le club de français. Pendant ce temps, sa carrière criminelle a été de courte durée. À l'âge de 16 ans, en 1961, Rhodes a été arrêté pour avoir trafiqué une voiture et, un an plus tard, il a de nouveau été arrêté pour s'être battu en public. Malgré cela, Rhodes a réussi à obtenir son diplôme de la Thomas Jefferson High School à Council Bluffs en 1964 et, après son entrée dans le monde du travail, il a rejoint le corps des Marines. La même année, à 18 ans, Rhodes voit son père arrêté pour agression sexuelle sur une fille de 12 ans. En attendant son procès, Ben s'est suicidé. La criminologue Dr Yardley a affirmé que cet acte de Ben était la plus grande démonstration de contrôle. Il a choisi de ne pas assumer ses actes et de quitter ce monde à ces conditions. Certains pensent donc que le crime et le suicide de Ben auraient influencé Rhodes, même si ces crimes n'ont commencé que 10 ans après. Entre 1967 et 1968, Rhodes a été renvoyé de l'armée avec déshonneur pour son implication dans un vol.
Par la suite, il a commencé à fréquenter l'université, mais a rapidement abandonné avant de tenter de rejoindre la police, où il a été refusé, probablement à cause de son renvoi déshonorant du corps des marines. Entre 1970 et le milieu des années 1980, Rod a occupé de nombreux emplois dans des magasins, des supermarchés, des entrepôts et des restaurants. Il s'est également marié 3 fois et a eu un fils avec sa première épouse. Sa troisième épouse, Deborah Debbie Davis, était toujours mariée avec lui au moment de son arrestation en 1986. Debbie et Rhodes se sont rencontrés au début des années 80 dans le bar Cheap Kickers. Rhodes, à l'époque, était habillé en pilote alors qu'il n'avait jamais travaillé comme pilote de sa vie. Il n'avait même pas de licence de pilote. Debbie a mis des mois à comprendre qu'elle avait été trompée, mais elle a continué la relation après avoir appris la vérité. Rhodes est un homme rusé et charismatique, réputé pour s'en sortir grâce à son éloquence. Il a sans doute usé de son charme pour récupérer Debbie après la révélation sur son emploi. Après l'arrestation de son mari, Debbie a déclaré qu'il avait été violent verbalement, physiquement et sexuellement envers elle. Pendant que le couple vivait à Houston, au Texas, Rhodes participait activement à la scène BDSM et assistait à des événements pour échangistes. Il est à noter que la communauté BDSM met fortement l'accent sur le respect des limites et du consentement, mais Rose ne semblait s'intéresser ni à l'un ni à l'autre. Un événement important qui corrobore cette idée est qu'un soir, Rhodes voulait assister à une soirée échangiste, mais Debbie ne le souhaitait pas. Rhodes, au lieu de respecter ses limites, a prétendu que sa femme avait un problème et lui a conseillé de se détendre. Dotchie Yardley a affirmé que ce mépris du consentement et des limites de sa femme montrait son absence de respect ou d'amour pour elle et les autres femmes. Son seul intérêt était le contrôle et obtenir ce qu'il voulait. En parlant avec les forces de l'ordre après son arrestation, Debbie a avoué que leur vie sexuelle n'était pas normale. Elle a dit qu'elle se sentait très mal de se plier aux choses physiquement douloureuses que Rhodes aimait, mais que son estime de soi était si basse qu'elle n'arrivait pas à imposer ses propres limites et suivait les idées de son mari. Étant donné la nature abusive de leur relation, il est probable que Debbie avait aussi trop peur pour dire non à Rhodes. Rhodes était connu pour prendre plaisir à la souffrance des gens, et Debbie ne faisait pas exception à cela. Selon le livre « Le mal que font les hommes », écrit par l'ancien profiler du FBI Roy Hazelwood, Rhodes a un jour acheté une esclave sexuelle à sa femme. L'homme se serait présenté à leur porte, mais a été repoussé par Debbie, visiblement bouleversé par la situation. Dans une autre situation, alors que sa femme était hospitalisée et souffrante, Rhodes a eu des rapports sexuels avec elle dans son lit. De plus, durant leur mariage, Rhodes achetait souvent des magazines pornographiques et accumulait de grosses factures en appelant des lignes érotiques. Une photo populaire de Rhodes en ligne le montre habillé de cuir et de chaînes. Contrairement à la croyance populaire, il n'était pas habillé pour assister à une fête BDSM, mais il assistait plutôt à une fête d'Halloween. Il portait une tenue d'esclave sexuelle et Debbie était en dominatrice. Elle tenait Rhodes par une chaîne à son collier. À la fin des années 1970, Rhodes est devenu chauffeur routier, longue distance, et à l'été 1985, l'entreprise qui l'employait était basée en Géorgie, avec un bureau le long de l'Interstate 95. En raison de son travail, Rhodes traversait régulièrement 22 États. L'analyse de ces trajets de camions a permis aux enquêteurs d'identifier plus de 50 personnes disparues correspondant au profil de ces victimes. Ainsi, les forces de l'ordre supposent que Rhodes serait impliqué dans toutes ces affaires, bien qu'il puisse ne l'être que dans certaines, voire aucune. À l'époque, les disparus étaient souvent de jeunes fugueurs, ou des personnes jugées peu crédibles, comme des consommateurs de drogue ou des travailleurs du sexe. Tragiquement, c'était le genre de personnes dont personne ne remarquait l'absence. Après l'arrestation de Rhodes et l'enquête sur son passé, les enquêteurs ont soupçonné que cet homme de 44 ans était responsable de plus de crimes qu'il ne le prétendait. Le détective Barnhart a contacté la police de Houston, Texas, qui lui a signalé un autre incident impliquant Rhodes et une jeune femme. Shanna Holtz, âgée de 18 ans, a été enchaînée à l'arrière du camion de Rhodes, puis torturée et violée pendant 2 semaines après sa rencontre avec l'homme de 44 ans en février 1990, soit seulement 2 mois avant son arrestation. La plupart des récits sur Shanna disent qu'il l'aurait accidentellement laissée sans menottes.
Mais un article écrit par GQ en 2012 corrige cela en affirmant que Shanna avait été délibérément laissée sans menottes. Rhodes pensait lui avoir fait assez peur pour la laisser sans surveillance en quittant le camion. Il lui a dit de rester là et d'être une gentille fille. Cependant, Shanna savait que cela pourrait être sa seule chance de liberté et elle s'est enfuie dès que Rhodes a disparu de sa vue. Shanna vivait dans la rue depuis ses 12 ans. Selon son récit, elle avait subi au moins 20 viols durant cette période et avait déjà eu un enfant. Pensant l'avoir brisé, Rhodes avait en fait renforcé sa détermination. La jeune femme de 18 ans s'est enfuie, collier et chaîne au cou, et a arrêté un automobiliste pour demander de l'aide. Elle a conduit la police au camion de Rhodes, où il a été arrêté. Mais Shanna n'a pas pu se résoudre à porter plainte, craignant qu'on ne la croie pas. Elle a déclaré « Je ne vois aucun intérêt à porter plainte. Ce sera juste ma parole contre la sienne. Avec des preuves, je porterai plainte et le poursuivrai en justice. » Il a été établi plus tard que la peur de Shanna envers cet homme l'a empêché de tenter de le traduire en justice. Elle leur a également dit qu'une femme prétendant être la femme de Rhodes était passée. Cette femme a dit qu'il lui avait demandé de vider l'appartement. Le 6 avril, des agents du FBI ont commencé à fouiller le contenu de l'appartement pendant que d'autres cherchaient en débit. À l'intérieur, les forces de l'ordre ont trouvé non seulement les objets signalés par le gérant, mais aussi du matériel de bondage, du maquillage féminin et plusieurs serviettes blanches, dont une imbibée de sang. Rhodes avait une curieuse affection pour les serviettes blanches. Shanna et Kathleen avaient dit aux détectives qu'ils mettaient des serviettes blanches sous elles avant la torture. La pièce à conviction la plus intéressante de l'appartement était des photos et des pellicules. C'est ici que les autorités ont découvert de nombreuses images de jeunes filles et de femmes dans divers états, la plupart étant en détresse et dénudées, bien que l'une d'elles semblait plisser les yeux et sourire. Une jeune fille a retenu leur attention. Ses cheveux foncés avaient été rasés de très près et les photos montraient qu'ils repoussaient progressivement, ce qui indiquait qu'elle avait été retenue captive par Rhodes pendant un certain temps. De plus, son corps portait de nombreux bleus qui changeaient de couleur au fil des enregistrements. Puis, ils ont trouvé des photographies de cette même jeune fille, l'air terrifiée, dans une grange en bois délabré. Il s'agissait de Regina K. Walters, une fugueuse de 14 ans originaire de Pasadena, au Texas. Regina Walters vivait habituellement avec son père, mais au moment de sa disparition en février 1990, elle vivait avec sa mère, Caroline, à Pasadena. Pendant que Caroline travaillait, Regina s'est enfuie avec son petit ami Ricky Lee Jones, 18 ans. On ignore pourquoi, mais Caroline a constaté que le couple s'était disputé récemment. En rentrant chez elle et découvrant sa disparition, Caroline a appelé les amis de sa fille et son père, mais personne ne l'avait vue. Regina n'avait laissé aucun message à ses parents, ce qui ne lui ressemblait pas. Bien qu'elle ait déjà fugué, l'adolescente revenait toujours saine et appelait souvent pour donner des nouvelles à la maison. Cette fois, cependant, c'était différent. Karen a aussitôt alerté la police pour la disparition de sa fille, puis est sortie accrocher des affiches. Elle a offert une récompense à quiconque aurait des informations permettant de ramener Regina à la maison, mais personne ne l'a réclamé. Les policiers de Pasadena qui recherchaient Bonnie Regina pensaient que son petit ami Ricky était impliqué dans sa disparition, surtout parce qu'il avait commis quelques délits mineurs, dont des vols et des vols de voitures, plus tôt dans sa vie. Ricky et ses frères et sœurs avaient été placés par les services de protection de l'enfance durant leur enfance, sans que la raison soit connue. Cela, combiné à son passé criminel, a laissé penser aux forces de l'ordre qu'il pouvait être une personne à problème. Quand la police est venue interroger la famille de Ricky, seule sa sœur Tammy était là. Elle a expliqué aux enquêteurs que la famille l'avait exclu, le considérant comme un mauvais garçon qui finirait tôt ou tard en prison. Elle a précisé qu'il ne l'avait pas vu depuis 1 an et que personne ne l'avait signalé disparu. En interrogeant les amis de Ricky, les autorités ont appris que ce jeune de 18 ans était connu pour être timide. Ses amis ont également déclaré qu'il était épris de Regina, mais qu'il ignorait qu'elle n'avait que 14 ans. Ils ont aussi dit que le couple comptait fuir au Mexique, où Ricky avait de la famille à Matamoros. L'agent spécial du FBI Mark Young a finalement repris l'affaire de Regina. Alors que la police de Pasadena soupçonnait toujours Ricky, Mark croyait que la disparition de Regina était sans doute due à une personne bien plus âgée.
probablement un voyageur avec des fétichismes spécifiques. Un mois après la disparition de Regina, son père a reçu chez lui un appel d'un homme anonyme. Notamment, le numéro de téléphone de son domicile n'était pas répertorié et n'était donc pas disponible publiquement dans un annuaire. L'homme a dit au père de Regina « J'ai fait quelques changements, je lui ai coupé les cheveux ». Il a aussi dit que sa fille était dans le grenier d'une grange, mais a raccroché quand on lui a demandé si elle vivait encore. Les appels ont été passés sur 2 jours, le premier à Oklahoma City, le second à Ennis, au Texas. Il a été découvert plus tard que Rhodes avait fait le plein de son camion à Oklahoma City le 16 mars, le jour du premier appel, et que le lendemain, il se trouvait à Ennis, ce qui le reliait à ses appels téléphoniques. Cependant, rien ne prouve que Rhodes était impliqué avant que le corps de Regina ne soit retrouvé par un policier près de l'Interstate 70, dans le comté de Bond, Illinois, vers septembre 1990. Un agriculteur qui prévoyait de donner sa vieille grange aux pompiers faisait un dernier tour des lieux délabrés avant de leur donner le feu vert pour la brûler, lorsqu'il a découvert les restes. Des fibres de coton blanc, plus tard jugées compatibles avec les serviettes retrouvées dans l'appartement de Rhodes, ont été retrouvées avec le corps. Cette preuve n'a toutefois pas été utilisée au tribunal car les serviettes et fibres étaient très courantes. Les dossiers dentaires ont prouvé que les restes étaient ceux de Regina Walters. Son père a reconnu une photo d'elle sur la pellicule de Rhodes. Les enquêteurs ont compris que les photos d'elle dans la grange en bois avaient été prises juste avant sa mort. Regina avait été étranglée avec du fil de fer à botteler, une quantité excessive ayant été enroulée 16 fois autour de son cou. Quelque temps avant sa mort, Rhodes lui avait rasé les cheveux de la tête ainsi que les poils pubiens et lui avait percé le corps avec des hameçons. Le jour de sa mort, il l'a habillée d'une robe noire et de talons hauts avant de la photographier dans la grange et de la tuer. À ce stade, les enquêteurs ont également établi un lien entre Rhodes et les appels téléphoniques que le père de Regina avait reçus. Ils ont constaté que la jeune fille de 14 ans avait sur elle un carnet avec le numéro de téléphone non répertorié de son père. À l'intérieur du carnet, Rhodes avait écrit « Ricky est un homme mort ». Cela avait été griffonné à côté d'un dessin grossier d'un pistolet et de gouttes de sang. Les restes partiels de Ricky ont été retrouvés le 3 mars 1991 dans le comté de Lamar, Mississippi, mais n'ont été identifiés qu'en juillet 2008. Tragiquement, avant l'implication de Rhodes, Ricky a été inculpé par contumace pour le meurtre de Regina. Bien qu'il soit maintenant innocenté, le fait que seuls des restes partiels de Ricky aient été retrouvés signifie que Rhodes n'a jamais été inculpé pour le meurtre du jeune homme de 18 ans, car il n'y a pas suffisamment de preuves pour engager des poursuites. Les enquêteurs pensent que Rhodes a pris en stop les 2 autostoppeurs en février 1990 et a tué Ricky pendant que Regina dormait, avant de se débarrasser de son corps. Il a ensuite gardé Regina pendant 2 semaines afin de pouvoir la maltraiter avant de la tuer dans la grange et d'abandonner son corps. Au cours de l'enquête sur le comportement criminel de Rhodes, les autorités ont établi que ses premiers meurtres connus ont eu lieu en janvier 1990. Patricia Candace Walsh, 24 ans, et Douglas Scott Gwalski, 28 ans, étaient de jeunes mariés qui ont quitté Seattle, dans l'État de Washington, en novembre 1989. Le couple comptait faire de l'autostop jusqu'en Géorgie pour un atelier religieux, et, au retour, ils auraient été pris en stop par Rhodes près d'El Paso, Texas. Mais le couple n'est jamais rentré, et leurs familles les ont vite signalés disparus. Tout comme dans le cas de Regina Walters et Ricky Jones, on pense que Rhodes a d'abord tué Douglas avant de se débarrasser de son corps. Il a gardé Patricia et l'a torturée plusieurs jours avant de la tuer. Le corps de Douglas a été retrouvé dans le comté de Sutton, au Texas, peu de temps après sa mort, mais ses restes n'ont été identifiés qu'en 1992. Des chasseurs de cerfs ont trouvé le corps de Patricia près d'un canyon dans le comté de Mill-Edge en octobre 1990. Ses restes ont été identifiés en 2003. Les balles ayant servi à tuer Douglas ont relié Rhodes à l'affaire. Il a été établi que la femme de 28 ans avait été abattue d'une balle dans la tête avec un pistolet semi-automatique Jennings J22 utilisant des munitions distinctives, qui ont ensuite été retrouvées dans l'appartement de Rhodes. Après avoir assassiné Douglas et Patricia, Rhodes a pris Shanna en stop, qui a réussi à s'échapper, avant de prendre Regina et Ricky. Bien que ce soit dans ses victimes connues,
ainsi que Kathleen Vine, le FBI estime qu'il est responsable de la mort d'1 à 3 personnes par mois au moment de son arrestation. Lors de la perquisition de l'appartement de Rhodes, le FBI a trouvé une photo d'une adolescente en sweat à capuche gris aux longs cheveux noirs. Il redoutait qu'elle soit l'une de ses victimes. En 2015, la photo a été publiée en ligne tandis que les autorités lui demandaient, ainsi qu'à toute personne capable de l'identifier, de se manifester. Grâce à leurs appels à témoins, la jeune fille de la photo s'est manifestée. Pamela Milliken, originaire de la Saskatchewan, a déclaré aux enquêteurs qu'elle faisait de l'autostop pour retrouver son frère à Winnipeg quand elle a rencontré Rhodes. Elle a expliqué qu'il avait pris la photo lorsqu'elle était montée et que, quand elle avait demandé pourquoi, il lui avait répondu qu'il photographiait chaque autostoppeur au cas où il lui volerait quelque chose et s'enfuirait. Pamela a ajouté « Il m'a dit qu'il partait en Floride et voulait que je l'accompagne. » Il a montré un panneau sur son tableau de bord disant « De l'argent, de l'herbe ou du sexe, personne ne voyage gratuitement. » Je n'avais pas d'argent, je ne fumais pas d'herbe, donc je savais laquelle ce serait. Elle a déclaré qu'ils avaient eu une relation sexuelle consentie avant qu'il la laisse à la gare routière de Winnipeg. Heureusement, Pamela a quitté Rhodes indemne, mais elle fait partie des rares chanceuses. Bien que les autorités n'ayant pas pu relier de façon concluante Rhodes à d'autres disparitions, il semble probable que Patricia Walsh et Douglas Ziskowski n'étaient pas ses premières victimes. Si Rhodes avait réellement agi depuis 1975 comme il l'a affirmé, alors l'estimation du FBI selon laquelle il pourrait être responsable de la disparition de plus de 50 personnes ne semble pas si farfelue. Selon le détective Michael Shilley de la police d'État de l'Illinois, Robert Rhodes est l'un des pires criminels qu'il ait rencontrés. Michael ajoute que la seule autre fois où il a vu Rhodes paraître contrarié, c'était au tribunal, lorsqu'il a dit au criminel que c'était un plaisir pour lui de l'envoyer en prison à vie. En 1994, Rhodes a été condamné pour le meurtre au premier degré de Regina Walters. Il a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle au centre correctionnel de Menard à Chester, dans l'Illinois. 1 an plus tard, il a été extradé vers l'Utah pour être jugé pour les meurtres de Patricia et Douglas. Il semble que ces accusations aient été abandonnées à la demande des familles, qui voulaient éviter l'angoisse d'un long procès. Rhodes a ensuite été extradé au Texas pour le meurtre de Regina Walters. Rhodes a plaidé coupable contre l'abandon de la peine de mort par l'accusation. Rhodes purge toujours sa peine au centre correctionnel de Menard. Il a maintenant 76 ans et il ne sera jamais libéré de prison. En 2012, son ex-femme Debbie Davis vivait à College Station, au Texas, et consacrait son temps à intervenir sur la violence domestique lors de conférences et dans des écoles. Elle aurait aussi reçu des lettres de Rhodes quelque temps après son incarcération. Elles étaient parfois cajoleuses, parfois menaçantes. Le manque d'informations sur l'enfance et la vie personnelle de Rhodes rend difficile de savoir ce qui l'a poussé à devenir le tueur en série qu'il est aujourd'hui. La réponse la plus évidente est qu'il a été maltraité par son père et a reproduit ce cycle à l'âge adulte. Les statistiques montrent qu'environ un tiers, soit entre 30 et 40% des victimes de maltraitance, deviennent eux-mêmes des abuseurs à l'âge adulte. Les opinions horribles de son père sur le sexe opposé ont probablement influencé la façon dont Rhodes a commencé à les percevoir lui-même. Il est clair, d'après les récits de son ex-femme, les déclarations des criminologues et même les propres actions de Rhodes, qu'il prenait un grand plaisir à la souffrance des autres. Même si quel a été l'élément déclencheur chez Rhodes reste inconnu, son plaisir de la souffrance d'autrui semble être sa vraie motivation derrière ces actes terrifiants. Robert Benrod a peut-être déjà le sang de dizaines de personnes sur les mains, mais il aurait pu en avoir bien plus si ce n'était pas grâce à une rencontre fortuite avec le policier de l'État d'Arizona, Mike Miller.